Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est vrai qu'on va escalader les écrans par leur face sombre. Alors, tout de suite se dire, le but ne va pas être de les diaboliser. Il faut savoir que toutes les démarches de prévention maintenant insistent beaucoup sur le fait que, tant auprès des parents qu'auprès des enseignants, mais surtout auprès des parents, c'est important de ne pas diaboliser. C'est vrai qu'on a tendance à le faire et que certaines directives, comme par exemple une directive européenne qui joue sur le curseur en disant pas avant 13 ans, par exemple, ça n'a strictement aucun sens. Ça va contribuer à cette diabolisation. Quand un enfant, un adolescent entend « pas maintenant, c'est dangereux, attends, laisse passer encore une année, t'es encore trop jeune », et qu'on repousse, effectivement, c'est la meilleure façon de créer le silence. Parce qu'on sait que si on présente les réseaux sociaux comme quelque chose de foncièrement négatif ou dangereux, on va créer le silence au moment où, de toute façon, à un moment ou l'autre, l'adolescent y prendra place. L'adolescent, voire l'enfant maintenant, puisque ce sera sans doute de plus en plus tôt et pour de plus en plus de monde. Si vous avez diabolisé le réseau en tant que parent, ce que vous allez créer, c'est le silence, parce que l'enfant ou l'adolescent, quand il vivra quelque chose de négatif, il sait ce qu'il va entendre s'il vous en parle. On t'avait dit de ne pas aller là-dessus. Alors que si vous dites, c'est génial les réseaux sociaux, c'est super, mais il peut t'arriver des choses négatives. S'il t'arrive des choses négatives, parle-en, on saura quoi faire. On verra effectivement au terme de l'exposé que c'est important d'avoir cette attitude, qu'on soit parent ou enseignant, ou directeur d'école, de pouvoir dire à un enfant, un adolescent confronté à cette problématique, voilà, c'est fini, c'est plus ton problème, c'est notre souci d'adulte, on va trouver des réponses. Pas avoir cet air parfois un peu démuni qu'on voit chez certains adultes responsables éducatifs ou autres. On est un peu démunis face à ça, on ne sait pas quoi faire, on tâtonne, on chipote. Il est vraiment temps de pouvoir donner des réponses contenantes, rapides, parce qu'on le verra, un des problèmes des réseaux sociaux, c'est leur fulgurance actuelle, notamment les réseaux diffulgurants comme Snapchat, qui sont les réseaux les plus dangereux, dans lesquels les messages sont instantanés et disparaissent quasiment aussi vite, créant une agression qui ne peut plus être poursuivie, qui donne un sentiment d'impunité à ceux qui agressent et qui donc, effectivement, implique des réponses très très rapides. On va le voir, effectivement, qu'on doit absolument outiller les écoles, outiller les institutions, outiller toutes les structures, qu'elles soient sociales ou judiciaires, pour avoir une réponse cohérente par rapport au phénomène, parce que l'agressivité humaine, c'est ce qu'on va essayer d'explorer dans la première partie de l'exposé, elle est consubstantielle à tous les groupes humains contraints. Sauf le vôtre. Pas parce que vous êtes plus sympathique que les autres, mais parce que vous n'êtes pas précisément un groupe humain contraint. En principe, vous êtes venu ici librement, je suppose, et vous allez vous séparer au terme de la rencontre. Ça veut dire que les phénomènes d'agressivité n'auront pas le temps de s'installer. Vos classes, vos équipes, ce qu'on peut percevoir par exemple dans les émissions de télé-réalité, qui sont des très belles manières expérimentales de montrer ce qu'est un groupe humain contraint, c'est-à-dire des êtres humains tenus de rester ensemble sur un territoire, donc un espace fermé, pendant une durée déterminée. Dès que vous mettez ça en place, et c'est le cas de vos écoles, c'est le cas de vos équipes pédagogiques aussi d'ailleurs, systématiquement, vous allez créer des mécanismes, on va voir pourquoi, d'agressivité. Quelle que soit la qualité de la pédagogie de votre école, quel que soit le niveau cognitif des personnes que vous allez regrouper, vous aurez ces mécanismes-là. C'est ce qui explique que le harcèlement répond à un phénomène quasiment saisonnier. On peut l'identifier très clairement. En début d'année, quand vous mettez un groupe humain contraint ensemble, vous ouvrez un château, un loft, vous faites rentrer des personnes en leur disant « vous allez devoir rester ici ». La première chose que vous allez constater, c'est une forme d'euphorie communautaire. Qu'est-ce que c'est chouette d'être ensemble. Ils ne se connaissent pas, mais on a l'impression qu'ils sont copains comme cochons et qu'ils sont décidés à vivre une expérience merveilleuse ensemble. C'est ce qui se passe en septembre, dans la majorité des écoles, où on constate effectivement qu'il n'y a pas beaucoup, voire pas du tout, de harcèlement. Et les équipes pédagogiques, quand on les interroge en septembre, ont tendance à dire on a une bonne atmosphère d'équipe, cette année on n'a pas trop de soucis, je sens qu'on va faire du bon travail. Ça ne dure pas l'euphorie communautaire. Vous le constaterez dans tous les groupes dans lesquels vous allez participer. À partir de la mi-octobre, vous allez voir apparaître ce qu'on appelle nous la basse saison, la moyenne saison du harcèlement. La basse saison, c'est quand rien ne se passe. La moyenne saison, c'est quand dans les groupes, on commence à parler un peu sur le dos les uns des autres. Ne dites pas que dans vos équipes pédagogiques, ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, si ça ne se fait pas, faites-le. Parce que sinon, vous ne tiendrez pas dans l'euphorie communautaire. On doit pouvoir se dire, si un tel n'était pas là, on vivrait quand même mieux. Si une telle disparaissait, on serait quand même plus serein. Et dans les classes, depuis les maternelles jusqu'à la fin des parcours scolaires, on voit apparaître ces formes de mise à l'écart qui vont prendre des formes différentes. En maternelle, ça va prendre la forme de bousculade. Plus vous allez rentrer
et évoluer dans l'âge, plus ça aura des fonctions identitaires. On ne veut pas jouer avec toi parce que tu n'es pas beau, parce que tu es roux, parce que tu sens mauvais. On va commencer à isoler les personnes. C'est le moment où on va voir apparaître les premières formes de surnommage. On va commencer à surnommer. C'est toujours les dominants qui décident du surnom qu'on va donner aux dominés, qui vont isoler ces personnes du groupe. C'est la phase de la moyenne saison. C'est le moment où, dans les émissions de télé-réalité, on commence à nominer simplement les personnes. Et il y a de la souffrance déjà à ce moment-là, mais ce n'est pas encore du désespoir, et ce n'est pas encore de la désespérance. C'est à partir du mois de janvier, on est en pleine, ce qu'on appelle haute saison du harcèlement, dans lequel les personnes isolées commencent à être agressées de manière de plus en plus virulente. Les réseaux sociaux jouent un phénomène d'amplificateur énorme, on va en parler, qui fait que ça crée une désespérance fulgurante. Désespoir, c'est quand vous vous dites « ce que je vais vivre, ça va être jusqu'au bout, j'en sortirai pas ». Et la désespérance, c'est quand même quand vous vous adressez à des adultes, vous avez l'impression qu'ils ne savent pas très bien comment réagir. Et donc là, vous rentrez dans cette forme de désespérance qui rend les parents angoissés par rapport à leurs enfants, agressifs par rapport à l'école et qui mettent énormément de tension parce qu'ils sentent effectivement que la souffrance est trop intense pour leur enfant. Tout ça va s'arrêter à partir de la mi-mai. Donc on va bientôt revenir dans une nouvelle basse saison. Ça pourrait être une bonne nouvelle, en réalité, c'est ça la catastrophe. C'est que vous avez une basse saison, moyenne saison, haute saison, rebasse saison, et ça va se reproduire de manière intense, comme ça, toutes les années. Ça crée chez les enseignants une maladie qu'on connaît depuis très longtemps, qu'on appelle l'usure de compassion, qui prenait même le nom de neurasthénie de l'instituteur auparavant, qui est tout simplement l'ancêtre du burn-out. Prenez ces symptômes, montrez-les à un chef d'entreprise, il va vous dire mais c'est du burn-out. Effectivement, c'est le même mécanisme, c'est celui qui prend juste les émotions comme terrain d'ancrage. C'est-à-dire vous frottez vos émotions à des émotions qui sont celles des élèves. Et les enseignants, tous ceux qui sont ici, vous êtes des anciens élèves. Et le propre de la profession d'enseignant, c'est qu'on rentre un jour dans l'école et on n'en sort jamais. Ça veut dire que vous êtes des élèves, en gros, et vous venez avec votre passé d'élève. Tout petit exercice que je fais généralement avec les enseignants, je vais vous demander de penser à un petit moment au cours duquel vous avez rencontré de la souffrance pendant votre scolarité, quand vous étiez élève. Vous avez rencontré de la souffrance, soit parce que vous avez souffert vous-même, vous avez pleuré en gros, parce que vous avez vu quelqu'un en train de pleurer, ou parce que vous avez fait pleurer quelqu'un. Alors, je vous demanderai tous d'avoir une petite scène dans votre tête. À part des aliens, en principe, tout le monde a été confronté à de la souffrance. Qui, dans la scène qu'il a en tête, était la personne qui souffrait? Et voilà, à peu près 10%, globalement, comme ça, de personnes qui ont vécu quelque chose. On va discuter ensemble, voir si est-ce que c'est du harcèlement, est-ce que c'est autre chose. Et à la limite, les parents, souvent, s'en foutent quand on leur dit « Vous savez ce que vit votre enfant, c'est pas vraiment du harcèlement ». Ils viennent, ils sont généralement complètement désemparés parce qu'ils s'en foutent du nom que ça porte, ils voient leur enfant souffrir, ils veulent que ça s'arrête. Qui, dans la scène qu'il avait dans la tête, était la personne qui faisait souffrir? C'est toujours un peu moins franc et massif, mais ça ne fait pas de vous des salauds, Ça fait de vous simplement des personnes qui, à un moment donné, ont utilisé leur pouvoir pour écraser quelqu'un d'autre, pour le mettre en difficulté, simplement parce que le groupe vous poussait à le faire. Ça, c'est les théories qui sont les théories de Picasse. Olweus dit la personne dominante utilise le groupe pour écraser le dominé. Picasse, qui est plus subtil, dit attention, c'est parfois très différent. C'est parfois le groupe qui pousse le dominant à écraser le dominé. On va voir sur les réseaux sociaux, par exemple, le fait d'être populaire, le fait de faire rire, va augmenter votre tendance à agresser. Alors, les autres qui n'étaient ni dans la position de l'agresseur, ni dans celle de l'agressé, vous étiez probablement ce qu'on appelle des spectateurs. C'est-à-dire que vous avez regardé, vous avez vu des choses, et puis vous n'êtes pas intervenu, ou vous en avez rajouté une couche. C'est liker, par exemple, un message agressif sur les réseaux sociaux, ça crée une culpabilité très très forte. Quand il y a un passage à l'acte suicidaire, ce sont ceux qui sont le plus en difficulté quand on les interroge. Les agresseurs directs se réfugient dans des formes de déni et expliquent des trucs quand on leur dit voilà, quelqu'un s'est suicidé, qu'est-ce que tu ressens? Elle a bien fait, de toute façon c'est une conne. On vous sort des trucs comme ça, parce qu'il faut se figer dans effectivement ce rapport qui, s'il s'effondrait, créerait un effondrement absolu. Ceux qui s'effondrent tout de suite, c'est ceux qui ont liké, qui ont mis un petit message en plus, qui ont adoubé simplement le statut du dominant en surenchérissant dessus ou en simplement ne faisant rien. Chez tous, il y a une secousse émotionnelle.
c'est celle que revit l'enseignant quand il perçoit qu'il y a des difficultés au sein de sa classe, qui sent bien qu'il a fait de la pédagogie. La meilleure définition de la pédagogie, c'est l'art de couver du chaos. On sait bien que ça ne se passe pas toujours bien dans nos classes. On sait bien que on fait comme on fait quand on couve du chaos. On fait en sorte qu'il n'y ait pas trop d'incidents. On met une espèce d'éteignoir ou d'étouffoir sur le groupe. Et ouf, il ne s'est rien passé. Pendant la basse saison, la deuxième basse saison, on souffle. Et je vois des enseignants soulagés, mais déjà usés par l'année. Et le phénomène répétitif et cyclique va créer cette usure de compassion. Vous avez la même chose avec la météo, qui est un phénomène cyclique aussi. Vous avez des personnes, quand on leur montre, comme actuellement, les premiers beaux jours, on dit, regarde, il fait beau, ils disent, bon, de toute façon, ça ne va pas durer, on est en Belgique, il va bientôt pleuvoir, et puis il sera bientôt l'hiver. Et hop, ils sont partis, effectivement, ils ne récupèrent plus. C'est pour ça que la vraie pénibilité du métier d'enseignant, c'est celle-là. C'est l'incapacité de récupérer sur le plan émotionnel des souffrances causées dans la classe et hypertrophiées, on va le voir, par des réseaux sociaux qui lui donnent de l'ampleur, simplement. Donc, la notion d'amplificateur de phénomènes réels dans l'agressivité humaine, évidemment qu'elle prend une force. C'est un peu comme si on donnait des clés de Ferrari à des personnes qui ont à peine leur permis de conduire. Et puis, on se rend compte que tout ça prend une ampleur énorme. Alors, pourquoi cette agressivité se manifeste partout, dans toutes les écoles? Il n'y a pas d'école qui peut me dire, mais chez nous, ça n'existe pas. C'est parce qu'elle est consubstantielle à ces groupes humains, et elle l'est, on va le voir, pour deux raisons. Pour des raisons qui sont liées à nos instincts. Cette agressivité, on doit pouvoir vérifier d'où elle vient en s'ancrant sur une forme d'agressivité animale. Comme tous les phénomènes humains, ils sont à la fois enracinés dans nos instincts, dans notre héritage animal, et ancrés dans notre façon de faire société. En gros, dans les pédagogies que vous mettez en place, qui sont des façons de faire société, qui, parfois, vont générer des formes particulières de harcèlement. Il faut déjà tout de suite le dire, le harcèlement, ce n'est pas le symptôme de délitescence de nos sociétés. C'est même plutôt un indice de fonctionnement démocratique. Une démocratie va générer nécessairement du harcèlement. Dans les dictatures, il y a très peu de harcèlement, parce que la violence n'a pas besoin de se cacher pour se manifester. Elle peut se manifester à visage découvert. C'est dès que vous avez une tension démocratique. J'étais récemment au Qatar et au Rwanda, deux pays qui ne sont pas des démocraties, mais qui vivent des tensions démocratiques. Ils voudraient l'être. Et ils ont des manières, simplement, de générer des formes particulières de harcèlement auxquelles on doit s'adapter. Dans vos écoles, en fonction des options que vous aurez choisies sur le plan pédagogique, vous n'allez pas éliminer l'agressivité, vous allez juste lui donner une forme particulière, et les outils vont devoir tenir compte, simplement, de cette forme particulière que vous avez donnée au mécanisme d'agressivité. Alors, en gros, pour aller relativement vite dans cet aspect plus théorique, l'agressivité animale, il y en a 4. Et c'est souvent parce qu'on les confond qu'on commet beaucoup de dégâts. Vous avez une forme d'agressivité animale qui est liée à ce qu'on appelle l'irritabilité diffuse. Si vous avez un mal aux dents, si vous êtes de mauvaise humeur, eh bien vous aurez cette même agressivité animale qui fait que vous allez chercher n'importe qui comme cible. Si possible, quelqu'un qui est régulièrement avec vous. Avoir un mari régulièrement de mauvaise humeur, c'est pas avoir un mari harceleur, c'est juste avoir affaire à quelqu'un qui manifeste cette irritabilité diffuse. Certains enseignants qui vont prendre une tête de turc, par exemple, parce que c'est toujours la même personne sur laquelle on va retomber dans ces cas-là. Ça ne se gère pas de la même façon qu'une situation de harcèlement, parce que c'est pas tout simplement le même fond d'agressivité qui se manifeste. On doit donc pouvoir identifier cette agressivité qui est très différente dans la forme de l'agressivité harcelante. Deuxième type d'agressivité possible, l'agressivité par peur. Si vous avez peur, si vous êtes en situation d'insécurité, l'animal c'est la même chose, un chat ou un chien qui a peur, s'il est acculé dans un espace où sa distance de fuite est impossible, il risque de vous agresser beaucoup plus. Tous ceux qui connaissent un peu les animaux le savent, c'est la même chose chez l'être humain. Si vous avez de l'insécurité, vous aurez effectivement des mécanismes d'agressivité qui vont prendre une forme qui ne sera pas celle du harcèlement, qui sera une forme effectivement parfois d'explosion. Quand on confond la situation de Bertrand Cantat à celle d'une situation de harcèlement, on se trompe de racines tout simplement. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter à la violence du monde. Quand on se trompe sur l'identification d'un phénomène, on se trompe surtout sur les remèdes à y apporter. Bertrand Cantat n'est pas un harceleur, c'est sans doute quelqu'un qui vit une insécurité permanente. Ça ne rend pas les choses ni plus pardonnables, ni moins dangereuses. Ça explique simplement différemment la mise en place des phénomènes d'agressivité. L'agressivité par peur peut être brutale, peut être intense. On doit pouvoir identifier la source qui est la peur, diminuer cette peur ou augmenter la capacité qu'aura la personne de gérer cette peur.
Troisième type d'agressivité animale, l'agressivité par prédation, qui vise clairement la mort et l'immobilisation de la future proie. Là aussi, mal nommer les choses, c'est ajouter à la violence du monde. Quand on me dit que Weinstein est un prédateur, je le vois partout. Weinstein est tout sauf un prédateur, c'est un harceleur. Très clairement, c'est un tyran sexuel. C'est une façon d'exercer sa puissance de manière démesurée, mais il n'a jamais voulu la mort de personne. Et donc, quand on se trompe sur l'identification du phénomène, on se trompe aussi sur les réponses à y apporter. Parce que c'est dans la quatrième forme d'agressivité qu'on va voir les racines du harcèlement, dans cette agressivité qu'on appelle l'agressivité hiérarchique. C'est-à-dire le fait, tout simplement, c'est pour ça que les démocraties qui font flotter les hiérarchies, plus vous avez un système hiérarchique, le mouvement scout, par exemple, le montre très très bien, c'était mieux, davantage hiérarchisé auparavant, il y avait moins de situations de harcèlement. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça veut juste dire que vous aviez une structure autoritaire qui était mieux fixée et qui cadenassait les problèmes de harcèlement. En gros, s'il y a des préfets de discipline ici, le souvenir que j'en ai, moi, c'est appeler dans le bureau du préfet de discipline, tu lui serres la main et tu retournes dans la cour, avec mon pire ennemi. Je lui serrais la main, on partait dans la cour, on avait juste peur d'une chose, c'est de retourner dans le bureau du préfet de discipline, donc on allait dans des espaces différents de la cour de récréation et on ne se fréquentait plus. C'est plus comme ça que ça fonctionne, c'est plus aussi simple, parce que le principe d'autorité est moins installé. C'est ni mieux ni moins bien, c'est juste autrement, et on doit pouvoir se donner les moyens d'analyser. Si vous êtes un père de famille, vous allez le constater très souvent. Si vous dites à votre enfant « ne fais pas ça parce que je suis ton père », d'abord, probablement, il vous dira « t'es pas mon père, t'es mon beau-père », dans beaucoup de cas. Mais en plus, vous risquez effectivement, explique-toi, c'est pas une raison, parce que le principe autoritaire n'installe plus, à un moment donné, des relations figées. Donc vous avez du mouvement qui va se manifester par des prises de position, par des prises de puissance, qui, on va le voir, vont être hypertrophiées par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas, contrairement à ce que les adultes pensent, des systèmes de communication entre enfants ou entre adolescents, ce sont des systèmes d'installation du prestige social. Le but du jeu, c'est de prendre le pouvoir, d'être le plus prestigieux possible, en augmentant le nombre de likes qu'on va obtenir. La vraie carrière de l'adolescence, c'est multiplier les likes de manière telle qu'on finit sur YouTube, et vous avoir tellement de manifestations d'intérêt, donc de likes, sur YouTube, que vous devenez un youtubeur. Un youtubeur, c'est la vedette absolue de l'adolescent, c'est celui qui arrive à susciter de l'intérêt de manière telle que tout le monde lui envoie le message qu'il est signifiant et intéressant aux yeux de chacun. Si c'est en détruisant quelqu'un d'autre, tant pis, c'est dommages collatéraux, le tout c'est d'installer mon prestige. Voilà le comprendre, parce qu'effectivement, c'est là que les réseaux sociaux vont impliquer une gestion particulière du phénomène du harcèlement qui se généralise quel que soit, et ce sont les deuxièmes vérifications qu'on doit faire quand on analyse un phénomène humain, c'est pas seulement son ancrage dans les types d'agressivité animale, donc dans nos instincts, c'est aussi monter un étage au-dessus, en allant voir comment ça se passe en termes d'ancrage dans les types de sociétés qu'on génère. Nos sociétés, c'est ce qu'on va vous dire de manière très générale, ont tendance à être individualistes et compétitifs. En gros, et ce sont les curseurs qui vont permettre d'ailleurs de vérifier dans quel modèle social on est de manière très globale. Individualisme, collectivisme, compétition, entraide. Nos systèmes étant individualistes et compétitifs, ils vont générer une forme d'agressivité particulière que Zimbardo, dans ses enquêtes, dans ses recherches, a très bien montré. C'est-à-dire que dès que vous donnez un statut de dominant à un certain nombre de personnes, on le voit dans les baptêmes étudiants, vous avez tous les droits par rapport aux autres. Et dans une des recherches qu'on a réalisées, on voit que plus vous avez souffert, on vérifie auprès des élèves qui ont souffert pendant les baptêmes, qui ont vécu des souffrances intenses, et on regarde comment ils évoluent en tant que baptiseurs, ils sont pires que les autres. Donc le fait d'avoir éprouvé la difficulté ne vous protège pas de provoquer cette agressivité, cette souffrance chez quelqu'un d'autre. Les expériences Zimbardo sont très simples à comprendre. On va essayer de la tester très rapidement entre nous. Vous savez que vous avez été testé avant d'être rangé ici dans la salle. Et les gens les plus intelligents, c'est à partir de vous, là-bas. Vous êtes beaucoup plus performants que vous. Vous avez fait ce que vous pouviez, mais c'est pas terrible. Et donc, ils ont tous les droits. À partir de maintenant, ils ont tous les droits. Et vous, vous n'aviez qu'à réussir. Tant pis pour vous. Maintenant, vous allez juste obéir. Je vais revenir dans 3 heures. Il y aura des comportements. Déjà maintenant, je vois des gens beaucoup plus assurés là-bas, qui ont l'air contents d'avoir choisi ces places-là. Et là, vous vous dites, mince, on aurait dû aller de l'autre côté. Alors que c'est complètement illusoire, mais vous vous prenez quand même au jeu.
Si je reviens, et Zimbardo n'arrivait pas à faire ces expériences au-delà d'une semaine ou deux, parce qu'il y avait des problèmes éthiques qui se posaient, c'est des pans entiers de la personnalité qui changent. Si en plus je fais du Zimbardo inversé, c'est-à-dire que je reviens en cours d'expérience, je dis, bon, désolé, les gens intelligents, c'est vous. J'ai inversé les... C'est vous qui êtes un peu performant, voire idiot, et c'est vous qui maintenant êtes tout à fait... apte à faire preuve de votre puissance parce que vous êtes plus intelligent. Et là, je les vois, ils sont tous en train de sourire. Hein. Et vous êtes tous en train de vous dire, mince, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est des renversements de pouvoir. C'est ce qui se passe quand un élève se retrouve peu performant au cours de gym alors qu'il est très fort dans tous les autres cours et qu'il morfle dans les espaces où il n'est pas performant. On va voir que les réseaux sociaux sont parfois aussi des reprises de pouvoir d'élèves harcelés dans la vie réelle qui, dans l'espace virtuel, vont manifester leur puissance par rapport aux autres parce que là, ils sont plus performants que les autres. Dès qu'il y a renversement de statut, je me souviens toujours de cette école dans laquelle on m'appelle parce qu'il y a une situation terriblement virulente de harcèlement dans une classe et l'enseignante est confrontée aux parents. Et elle explique une méthode pédagogique qui est la sienne, avec une candeur absolue, hein, c'est ça qui était merveilleux. Elle explique simplement, moi j'ai séparé ma classe en 3 groupes, les bons élèves, les moyens et les mauvais. Évidemment, c'est l'idéal pour générer des mécanismes de harcèlement qui vont s'exprimer très très vite. Alors on va me dire, mais alors à ce moment-là, on n'a qu'à travailler au changement de pédagogie, on n'a qu'à dire, mais on va mettre plus de collectivité, par exemple. On va faire en sorte que les enfants se sentent tous égaux. Ah ben ça ne marchera pas. Si vous laissez la compétition s'installer et que vous avez une optique plus collectiviste, vous aurez le même mécanisme qu'on voit apparaître au Japon, par exemple, avec le mécanisme des Ijime. Eux ont des saisons qui sont inversées, c'est-à-dire qu'en gros, ça commence tout de suite au mois de septembre. Vous avez un taux de suicide astronomique parce qu'ils induisent une compétition absolue. Des trucs du style, vous êtes 3 là, il y en a 2 qui vont décevoir profondément leurs parents. C'est comme ça, vous n'accéderez pas à une autre école, il y en a 1 sur 3 qui arrivera. Et donc, les parents ne mettent leurs enfants à l'école que pour accéder à une haute école. Et donc, il y en a 2 qui seront très décevants aux yeux de leurs parents en termes de cette année. Évidemment, je vais générer une compétition. Et en plus, je vais vous dire, attention, ils ont un proverbe qui l'explique très bien. Si tu es un clou et que tu dépasses ta tête, ne t'étonne pas de recevoir le marteau. C'est-à-dire, tout le monde doit être le même. Le collectivisme oblige. Ça veut dire qu'on va avoir un harcèlement qui va très très vite s'installer de manière très virulente et qui va porter sur les différences, sur les distinctions entre les personnes. Dès que quelqu'un manifeste une différence, c'est sur celle-là qu'on va appuyer pour créer la tension. Alors vous allez me dire, mais à ce moment-là, on n'a qu'à arrêter avec la compétition, on n'a qu'à mettre de l'entraide. Évidemment, on pourrait imaginer d'ailleurs un système d'entraide, des pédagogies coopératives qui génèrent effectivement, apparemment, dans un premier temps en tout cas, moins de harcèlement. Dans un premier temps, c'est ce qu'on constate toujours, c'est ce qu'on constatait aussi chez les chimpanzés. Quand on les voit chasser pour avoir de la viande, hein, de temps en temps, ils se font un petit éclat, ils vont chercher de la viande. Et là, ils sont obligés de chasser ensemble, et vous allez voir des groupes de chimpanzés pouvoir travailler pour encourager une forme d'intelligence collective qui se met en place. C'est superbe à voir, hein. Il y en a qui bloquent les sorties possibles, il y en a qui rabattent, etc. Donc vous avez une mise en mouvement d'une intelligence collective qui ne se met en place que pendant cette période de chasse. Ce qu'ont constaté dans un premier temps les chercheurs, c'est que ces chimpanzés bousculaient leur hiérarchie sociale, en gros, en fonction de ce que vous avez apporté à la chasse, vous aurez droit à plus de viande. Et donc, ça se répartissait indépendamment de votre hiérarchie. Si vous étiez un mâle dominant, mais que vous n'aviez pas participé à la chasse, vous n'aviez pas de viande dans un premier temps. Et puis, les chercheurs ont un peu poursuivi parce qu'ils se sont dit, mais quel boucan ça fait derrière le partage de nourriture et un tohu-bohu pas possible, parce que les dominants attendent un petit peu, reprennent finalement leur position, et que vous avez des mécanismes de harcèlement par... le mécanisme de quémandation, hein, qui vont quémander en permanence, qui vous jugent, hein, ce qu'on voit parfois, y compris dans les systèmes socio-humains. Et vous avez des mécanismes de harcèlement qui se mettent en place au moment du partage des récompenses. Si vous dites aux élèves, on va travailler tous ensemble, moi je le fais parfois, hein, cette année je ne donne pas de cotes, vous allez travailler tous ensemble, et je mets les cotes au hasard. Ça ne leur convient pas, hein. Ils veulent absolument se coter les uns les autres et vous avez des tensions qui se manifestent dans tous les groupes si vous n'avez pas un système de partage des récompenses dans lequel, très clairement, les manifestations de tensions entre les personnes ne vont pas se remettre en mouvement. Dernier modèle possible, collectivisme et coopération. Alors
Là, vous allez arriver à la centralisation du pouvoir. C'est ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est, par exemple. Hein. Si vous lisez le manuel de la Stasi, c'est le manuel, on appelle ça le manuel de décomposition, c'est le manuel du parfait harceleur. C'est-à-dire, on va vous expliquer comment vous pouvez détruire la réputation de quelqu'un, casser l'estime qu'il a de lui-même, l'isoler de ses pairs, l'empêcher l'accès aux ressources, sans manifester de violence profonde. Il faut savoir que ça a été publié, ce manuel, en 1971, quand l'Allemagne de l'Est a vécu une vraie tension démocratique, c'est-à-dire qu'elle voulait adhérer à l'ONU. Elle voulait aussi, Honecker voulait montrer un rapprochement par rapport à l'Allemagne de l'Ouest. Et donc, c'est quand elle a pris ce visage démocratique que la Stasi est devenue aussi importante quand on centralise le pouvoir. Donc, aucune de ces stratégies ne va donc pédagogique ne va permettre d'empêcher l'agressivité de se manifester à l'intérieur des groupes. C'est pour ça que le travail qu'on va devoir réaliser au sein des écoles, c'est une véritable urgence pédagogique, c'est de travailler pour qu'il n'y ait pas de souffrance liée à la manifestation de l'agressivité hiérarchique à l'intérieur des groupes. Et surtout pas cette souffrance qui est hypertrophiée par les réseaux sociaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un instrument de prestige social. Pour bien comprendre comment ça marche, il faut concevoir le fonctionnement de ce qu'on appelle un DediPix. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un DediPix. En gros, c'est une façon de diffuser une partie de votre corps sur les réseaux sociaux. Alors, sur le marché du DediPix, le bras se vend très mal. Donc, si vous filmez votre bras et que vous l'envoyez sur un réseau social, vous aurez peu de likes. En gros, tout le monde s'en fout de votre bras. Essayez avec un sein, vous verrez, ça fonctionne beaucoup mieux, ça fait monter très fort les enchères sur le marché du DediPix. Et plus vous allez montrer des parties intimes de vous, une fesse se vend très bien, et plus vous allez avancer, plus vous aurez des DediPix, qui est la véritable monnaie de l'adolescent. Hein. Ce qui est important, c'est le nombre de likes qu'on génère. Si vous envoyez votre photo sur Facebook, vous avez été chez le coiffeur et vous n'avez pas de likes, vous changez de coiffure ou de coiffeur. Parce que c'est que ça ne fonctionne pas. Et c'est important qu'on puisse simplement démontrer qu'on a de la puissance. Être un no-life, quelqu'un qui n'a pas de vie, être un sans-amis, vous risquez d'avoir votre écran copié, diffusé, regarde, personne ne s'intéresse à elle. C'est quelque chose de tétanisant. Hein. Je vous assure que le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui vous renvoie, c'est pour ça que c'est terriblement virulent, à un sentiment d'impuissance. Moi, je l'expérimente très souvent. Je me mets en situation d'être cyberagressé parce que j'écris dans la presse en ligne. Nouvelle Obs ou des journaux comme ça, ou la Libre Belgique. On a l'impression qu'il y a un ensemble de personnes pour lesquelles l'occupation principale, c'est de vous démolir. Ils regardent la presse en ligne, ils ne lisent d'ailleurs que les titres généralement, et puis ils vous agressent, ils envoient un message pour dire que vous êtes un facho, un gaucho, un idiot, un intello, tout ce que vous voulez. Mais ils vous agressent. Ça, c'est pas trop grave, hein. On le sait qu'effectivement, il y a ce qui est beaucoup plus douloureux. Je vous assure que ça m'arrive régulièrement. Quand vous faites traiter d'imbécile sur un réseau social, ça m'arrive régulièrement. Mais ce qui m'arrive et qui est plus douloureux, c'est quand vous voyez des likes apparaître sur ce message. 10 likes, 20 likes, 30 likes. Vous êtes face à votre écran, complètement impuissant. Vous n'avez pas commencé à dialoguer pour dire, vous savez, je ne suis pas si idiot que ça. Si vous pouviez au moins lire l'article jusqu'au bout, vous comprendriez. Si vous répondez, vous êtes mort là-dessus. Hein. Donc on va simplement vous éteindre, vous anéantir sous le poids des likes. C'est eux qui sont ceux qui permettent à un moment donné d'éteindre complètement quelqu'un. C'est pour ça que le DediPix est dangereux. C'est pour ça que tous ces réseaux sociaux peuvent l'être, parce qu'ils vont augmenter artificiellement le nombre de ce qu'on appelle des spectateurs. Il faut bien comprendre que dans le harcèlement, c'est ce nombre-là qui est opérant. Un petit exemple, parce qu'il faut comprendre, évidemment, pour comprendre le cyberharcèlement, comment fonctionne le harcèlement. Alors, besoin de vous, je vais vous bousculer toutes les 3 minutes. Je viens près de vous et puis je vous bouscule. C'est intentionnel, répétitif et relativement nuisible. Est-ce que je suis, selon vous, un harceleur ? Je suis un emmerdeur. Vous avez très bien perçu les choses et la différence entre les deux. Je suis juste un emmerdeur parce que vous allez me dire d'arrêter. Et je vais m'arrêter. Si vous ne le dites pas vous-même, quelqu'un le fera à votre place. Si c'était ça le harcèlement, ce ne serait pas compliqué de le gérer parce que vous auriez simplement une relation duel dans lequel j'essaye d'installer ma puissance éventuellement physique, mais par rapport à vous, je ne vais pas prendre le risque très longtemps parce que vous avez du répondant et je vais devoir m'arrêter. Maintenant, si chaque fois que je vous bouscule, je vous regarde, et puis on se met à sourire tous les deux. Là, je commence à installer une situation de harcèlement, parce que je vais figer les rôles. Dominant, dominé, et ceux qu'on appelle les spectateurs, c'est-à-dire ceux qui agissent en regardant.
Et il n'y a pas de harcèlement sans spectateur. Ce qui va générer le sentiment d'impuissance, ce sont ces personnes qui regardent et qui, en regardant, vous empêchent de sortir de votre rôle. Je vais vous utiliser, puisque vous êtes blonde, pour montrer aussi comment ça fonctionne. Je vais faire des blagues sur les blondes. J'ai certainement déjà été confronté à ce type de mésaventure, certainement pas ou rarement par un homme seul. Les hommes ne sont pas assez courageux pour faire des blagues sur les blondes dans le seul à seul, parce que si vous riez pas, ou si vous me faites remarquer que je ne suis pas drôle, je vais avoir une enclume dans les mains. Je vais venir très alourdi par mon propre humour. Je vais donc faire ce qu'on fait quand on est un homme et qu'on veut utiliser les blagues sur les blondes comme outil d'installation du pouvoir sur l'autre. Je vais utiliser d'autres hommes et on va se mettre à rire à chaque blague sur les blondes. Vous allez voir que vous allez très vite être coupable 3 fois. Coupable d'être blonde, d'être supposée bête parce que blonde, et si vous ne riez pas, on va dire elle n'a pas d'humour, hein. C'est parce qu'elle ne comprend pas, elle est blonde. Et hop, c'est parti, vous êtes enfermé à l'intérieur de votre statut. C'est ce que vit la personne qui subit une agression. Alors, les agressions, notamment sur les réseaux sociaux, elles se font très facilement parce que les réseaux sociaux sont conçus pour. Hein. Vous avez une application qui, pour le moment, crée beaucoup de dégâts, c'est le site des gros nez. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application qui est très simple à utiliser. Vous envoyez votre photo de classe sur le site des gros nez et le logiciel va repérer la personne dans votre classe qui a le plus gros nez. Isoler sa tête et l'envoyer sur le site des gros nez où elle subit un massacre, hein, sur le plan... parce que c'est fait pour ça, vous allez sur le site des gros nez. Alors c'est un des problèmes du cyberharcèlement, c'est que c'est un réceptacle d'un humour qui n'est pas réellement de l'humour, qui est de la moquerie, du sarcasme, de l'ironie, qui sont des manières de briser l'autre. Parce que si votre estime de vous-même est stable, que vous vous retrouvez sur le site des gros nez, vous pouvez éventuellement pratiquer ce qu'on appelle l'autodérision, qui n'est accessible qu'aux personnes qui ont une estime d'eux-mêmes stable. Ne pratiquez pas l'autodérision. Si votre estime de vous-même est fragile, vous allez produire l'affaissement de vous-même. L'autodérision... Je me souviens toujours de cette gamine qui se faisait elle-même, et avait inventé elle-même une chanson où elle s'appelait Boulette, parce qu'elle avait tellement peur qu'on se moque d'elle, qu'elle anticipait, et elle s'effondrait dans mon bureau en me racontant qu'elle chantait elle-même cette chanson, et qu'elle l'avait donnée aux autres, pour anticiper et pour faire preuve, d'ici je sais rire de moi-même, ils vont peut-être rire un peu moins. En réalité, ça provoque là un affaissement de soi complet. Donc si vous êtes sur le site des gros nez avec une estime de vous-même stable, ça peut passer. Si elle est instable, elle va être massacrée très vite. Vous allez voir apparaître des messages du style « c'est vrai que tu as un gros nez, mais il n'est pas assez gros parce qu'il est plus gros, on verra au moins pas ta sale gueule ». Vous aurez des messages comme ça qui sont truffés d'agressivité que vous retrouvez partout sur les réseaux sociaux. Vous avez par exemple un site qui s'appelle Mort aux salopes, hein, c'est celui sur lequel la petite Marion qui s'est suicidée en France en a fait les frais. En gros, vous larguez votre petit ami, fait une photo de vous en train d'embrasser votre futur ou votre petit ami, celui qui l'a remplacé. Il l'envoie sur le site Mort aux salopes et tout le monde se déchaîne contre vous. Vos amis compris. Et c'est un des problèmes d'ailleurs des réseaux sociaux, c'est que vous avez une tension entre 2 environnements. Votre environnement familier et l'environnement public virtuel, qui est un environnement virtuellement infini. C'est ça la grosse difficulté qu'il y a, c'est que vous avez 2 environnements qui vont correspondre l'un avec l'autre. En gros, vous avez envoyé un des dick pics de vous montrant déshabillé. Ou, comme au Qatar, vous montrant simplement, sans un voile, hein, vous montrez simplement votre chevelure. Et puis, vous l'avez fait dans un site qui est un site qui garantit une forme d'intimité dans un premier temps. Vous avez cette image que vous diffusez à votre petit ami ou à un groupe d'amis très, 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 très intime, parce que vous avez joué au Daddy Pix avec eux. Et puis, un seul d'entre eux envoie l'image. C'est fini. Elle ne vous appartiendra plus jamais, vous ne saurez plus rien faire pour la rattraper, parce que c'est un réseau qui n'est pas du tout contrôlable sur le plan de l'intimité. C'est terriblement dangereux, ça impose effectivement aux parents de bien faire la différence entre l'intime, l'intimité et l'espace public. L'intimité, c'est quelque chose qui vous appartient à votre vie privée, mais qui est susceptible, en cas d'injonction forte de la société, à être rendu public. En gros, un homme politique actuellement doit remettre ses déclarations de revenus. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans, c'était inconcevable. Maintenant, l'exigence d'extimité fait que, effectivement, si je veux voir les façades de vos maisons, votre nom me suffit probablement pour que je vois où vous habitiez, dans quelle maison vous êtes.
L'intime n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. Vos fantasmes sexuels, les parties de votre corps que vous voulez cacher, ça, il faut très très vite que l'adolescent comprenne qu'il n'est pas question de les mettre sur un espace public, parce que ça va effectivement appartenir aux autres qui sont susceptibles d'utiliser vos faiblesses pour installer leur puissance. C'est une des difficultés qu'on a dans la gestion des réseaux sociaux, quand ils vous écrasent complètement avec cette tension entre l'espace des intimes, c'est-à-dire vous vous dites, les gens que je connais très bien vont me voir, et les gens que je connais très bien vont savoir aussi que tout le monde me voit. Et le monde entier va savoir que les gens de mon intimité savent aussi. Résultat, un anéantissement absolu. Et c'est pour ça, parce qu'il y a ces mécanismes qui sont fulgurants, qui vont augmenter l'agressivité pour des raisons, je ne vais pas détailler, je vais juste les citer. Premier, l'effet tribal. Vous êtes en tribu, vous agressez en tribu, et donc vous diluez votre responsabilité. Un autre effet, on appelle ça l'effet LOL, le fait que dans nos sociétés, on mélange l'humour avec la moquerie, alors que ce sont des origines très différentes. L'humour vient du rire convivial qu'on retrouve chez les petits singes, qui est un rire bienveillant, créateur de liens, ludique, et qui ne fait jamais que renforcer des liens sociaux. C'est les rires que vous produisez si vous êtes chatouillé ou si vous chatouillez quelqu'un. Ceci dit, si vous sortez d'ici et que quelqu'un que vous n'avez jamais vu vous chatouille, je vous promets que vous n'allez pas rire parce que le contexte n'est pas sécurisant. Il faut que ce soit un contexte sécurisant, il faut que ce soit ludique. Imaginez, vous êtes en pleine scène de ménage et votre conjoint lui vient l'idée saugrenue d'essayer de vous chatouiller. Je vous promets que vous n'allez pas rire, vous allez lui dire c'est pas le quart d'heure parce que le contexte n'est pas ludique. Et si vous voulez voir à quel point c'est relationnel et bienveillant, ne le faites pas tout de suite parce que ça va vous rendre pathétique. Mais quand vous rentrez chez vous, pratiquez ce qu'on appelle l'auto-chatouillement. Quand vous rentrez chez vous, si vous riez, allez consulter. C'est que vous n'êtes pas bien parce que ça ne se produit que dans les contextes relationnels. Ça, c'est un rire qu'on doit pouvoir, sans problème, sans modération, diffuser au sein des groupes sociaux. Par contre, l'autre rire ne vient pas du tout de ce rire des petits singes juvéniles dans ces contextes sécurisants, créateurs de liens bienveillants. C'est un rire qui, au contraire, chez les singes, est provoqué dans les contextes d'agressivité, de défense territoriale. C'est ce qu'on appelle le rictus menaçant. Il y a un exemple parfait actuellement de rictus menaçant de grand singe. Vous attendez Trump quand il rit. Vous allez voir, il ne rit pas de manière conviviale. Il a les mâchoires serrées, il a le regard acéré. On n'a pas envie de partager son rire. C'est un rire qui est proche du rictus menaçant des grands singes, qui est celui qu'on provoque par la moquerie, par le sarcasme, par l'ironie. L'effet LOL, c'est vouloir mettre simplement un petit LOL pour dire c'est pour rire, parce que vous êtes le dominant et que vous décidez vous-même de ce qui fait rire ou de ce qui doit être pris comme de l'humour ou autre chose. C'est pour ça que dans les systèmes qu'on met en place préventifs au sein des écoles, notamment les espaces de parole régulés, qui permettent simplement de protéger les émotions, quand une personne dit son émotion, elle ne peut pas être contredite. Si vous dites « je suis en colère » ou « je suis triste » ou « je suis dégoûté par le type de blague qu'on me fait », personne n'a à vous dire que c'est de l'humour. Quand vous faites une vanne et que vous dites après « c'est pour rire », c'est pas à vous à dire si c'était pour rire ou pas, c'est à l'autre à déterminer s'il a été blessé ou pas. C'est l'émotion qui, effectivement, est toute puissante dans ces cas-là pour décider où on range le message. Et ce n'est pas l'émetteur qui le fait, mais le récepteur qui a le pouvoir de déterminer si on est dans l'humour ou la moquerie. Troisième phénomène effet qui démultiplie l'agressivité, l'effet cockpit. Vous ne voyez pas les personnes que vous agressez et vous allez, comme la personne qui a largué la bombe atomique, quand il est sorti de son avion, on lui a demandé « mais à quoi tu penses ?» Il a dit « à la facture de mon frigo que je n'ai pas payé ». Parce que sur le coup, il ne voit pas les dégâts. Après, il a fait une névrose carabinée. Mais dans un premier temps, vous agressez sans vous rendre compte. En plus, vous ne voyez pas le visage. Et là, ça va produire un effet qu'on appelle l'effet mandarin chinois. Quand vous ne voyez pas le visage de la personne que vous agressez, expérience qu'on réalise, si je vous dis vous appuyez sur un bouton, vous allez devenir instantanément terriblement riche. Mais de manière énorme. Mais un mandarin chinois va exploser de l'autre côté de la planète. Vous ne connaissez pas le mandarin chinois, vous appuyez. Si je vous dis simplement, ce sera ce mandarin chinois-là. Je vous montre sa photo. Déjà, beaucoup moins de personnes appuient sur le bouton. Et s'il est à côté de moi, personne n'appuie. Parce qu'on n'a pas envie de voir exploser quelqu'un en direct en fonction d'un geste qu'on aura produit. C'est ça l'effet qu'on appelle mandarin chinois. Tout ça va décupler. Avec l'aspect fulgurant qui a été mis en scène, notamment dans ces réseaux terriblement virulents, que sont les réseaux comme Saraya, Snapchat, etc., qui ne sont pas en soi mauvais. Il faut bien se dire qu'un réseau n'est ni bon ni mauvais, c'est l'utilisation qu'on en fait qui sera bonne ou mauvaise. Snapchat, ça vous permet d'envoyer instantanément vos photos de vacances sans encombrer les mémoires des autres.
Donc c'est très intéressant, mais c'est aussi une façon d'agresser et de perdre toute trace. Et donc on doit avoir des réponses très rapides. C'est pour ça qu'on a mis en place, il y a plus de 500 écoles qui sont équipées dans la prévention du harcèlement et qui sont des écoles effectivement qui ont des réponses sous forme d'espaces de parole régulés. Je n'ai pas le temps de détailler comment ça fonctionne, hein, mais les personnes intéressées pourront prendre contact parce que c'est important de pouvoir installer ces dispositifs pour donner des réponses très rapides. En gros, en protégeant les émotions et en protégeant les prises de parole. Libérer une parole ne sert à rien si vous ne garantissez pas que vous êtes en mesure de la protéger. Hein. Balance ton porc, on voit les dégâts. Vous libérez de la parole, mais vous ne protégez rien derrière, c'est catastrophique. Et il faut pouvoir mettre en place des dispositifs qui vont protéger l'émotion, protéger la prise de parole et stimuler l'intelligence collective à partir de l'intelligence émotionnelle au sein du groupe. Ça marche très très bien. Ça ne marche pas toujours pour le cyberharcèlement, parce qu'on n'a pas le temps de les mettre en place. Ça permet de contourner l'effet mandarin chinois et ça permet de réintroduire du visage à l'intérieur et l'effet cockpit, mais parfois on n'a pas le temps de le faire. Les conseils d'éducation, ou autrement appelés conseils de discipline, ont plus d'efficacité sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'on rappelle qu'il y a une loi qui dit « Attention, tu n'as pas à utiliser les réseaux sociaux de manière asociale ». Et évidemment que sur un réseau fulgurant, c'est pour ça qu'on a travaillé sur l'application dont je vais brièvement vous expliquer le fonctionnement maintenant. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas le temps d'agir, on doit pouvoir avoir une trace. En gros, imaginez donc comment fonctionne très, très rapidement un conseil d'éducation, conseil de discipline. C'est 3 personnes, le directeur, le préfet de discipline ou un représentant des éducateurs et un représentant des enseignants. Un élève qui se fait représenter, donc celui qui est accusé d'avoir commis une infraction de la loi, soit une agression physique, soit une atteinte au bien, soit un déficit de considération par rapport à un adulte de la communauté scolaire. L'élève a le droit de se faire représenter par un adulte de la communauté scolaire de son choix, donc de quelqu'un de l'école, qui va lui servir non pas d'avocat, mais de porte-voix. En gros, je vais vous utiliser comme porte-voix. Je vais juste donner l'explication de mon comportement. Ce qu'on constatait sur les réseaux fulgurants, c'est que l'explication qui était donnée était toujours une explication de déresponsabilisation. C'est pas moi, et en plus, vous ne savez rien prouver. Donc, systématiquement, parce que le conseil de discipline prend systématiquement une sanction, mais une sanction qui est toujours probatoire. On ne sait rien prouver, on ne va même pas chercher à prouver. On te dit juste que tu n'as pas à le faire, et si tu ne l'as pas fait, ben, ce sera encore plus facile de ne pas le refaire. Donc on dit tu ne le fais pas ou tu ne le refais pas, et on met une sanction probatoire qui est fixée précisément dans le temps, dans les 3 mois, dans les 5 mois, dans les 6 mois. Marchait très bien à une nuance près, c'est qu'on a constaté effectivement que ce qu'on demandait systématiquement, en gros, on va imaginer que vous êtes cyberagressé, je vais vous dire, voilà, c'est lui, le cyberagresseur potentiel, mais il est entouré d'un plein d'autres, hein, parce que c'est jamais une personne seule. Vous allez devoir vous expliquer au conseil de discipline, et là, vous allez me dire au porte-voix, j'ai rien fait, le porte-voix va dire que vous n'avez rien fait. Faites des copies d'écran, on a besoin de signes, d'indices clairs de la cyberagression. Et on va leur expliquer, attention, que maintenant il y aura des copies d'écran. Alors ça marchait pas mal en termes de contrôle, sauf que quand vous faites une copie d'écran, pour ceux qui connaissent, la personne de l'autre côté le sait. Et donc, c'est pas toujours simple à faire parce que vous démultipliez l'agression dès que la personne voit la copie d'écran. C'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle un cyberhelp. Alors, un cyberhelp, ils sont testés actuellement dans 3 écoles sur Mons. C'est une application qu'on a mis en place avec Microsoft à l'initiative de la ville de Mons, qui permet simplement, je vous explique un peu comment ça fonctionne. En gros, quel que soit l'appareil que vous utilisez, que ce soit un iPhone, un iPad, un Samsung, ça transcende l'outil, et quel que soit le média que vous utilisez, que ce soit Snapchat, Instagram, Facebook, de toute façon, l'application, une fois qu'elle est téléchargée, et en gros, tous les élèves d'une école, si l'école s'est déclarée zone cyber-respect, sont logués et ont accès à l'application. Ça peut être aussi un quartier, toute une communauté. Hein. Du moment qu'on déclare un territoire zone de cyber-respect, eh bien, on log les personnes qui vont avoir accès, et vous aurez... Alors, je vais parler d'un petit bouton rouge, mais en réalité, c'est un petit animal qui se met au coin de votre écran. Et si vous êtes agressé, vous appuyez sur le petit bouton rouge. Automatiquement, vous avez des copies d'écran qui sont faites par Microsoft. Et de l'autre côté, il y a un message qui dit, voilà, Microsoft vient de copier l'écran. Parce qu'il y a une suspicion d'agression. Ça calme déjà pas mal la personne de l'autre côté qui voit son écran copié.
Et puis, un deuxième petit bouton, en réalité un deuxième petit animal apparaît. Si tu estimes que tu es cyberagressé, appuie sur ce deuxième bouton. Et là, soit parce que les agressions ont été plus virulentes, soit parce que l'élève estime qu'il y a déjà suffisamment d'agressions pour qu'on puisse parler de cyberharcèlement. Et là, le dossier est envoyé soit à l'école, si l'école s'est déclarée zone cyber-respect, soit dans un espace spécialisé, si c'est un territoire qui s'est déclaré tel. Et automatiquement, l'élève reçoit un message, et ça c'est fondamental que ce soit instantané. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Ton dossier vient d'être transmis et 2 numéros de téléphone apparaissent, celui de ce qu'on appelle un référent numérique, c'est-à-dire une personne adulte qui a subi 3 demi-journées de formation, une sur le harcèlement, une sur l'écoute active et une demi-journée sur les réseaux sociaux, qui est quelqu'un que tu peux contacter aux premières heures ouvrables le lendemain pour parler de ton problème. Et un deuxième numéro, qui d'après l'expérience qu'on réalise actuellement est plus utilisé, si tu préfères parler à quelqu'un de ton âge, et là ce sont ce qu'on appelle des cyber-citoyens responsables, c'est une douzaine d'élèves par école qui ont suivi la même formation que les adultes, qui évidemment ne prennent aucune décision eux-mêmes, mais qui sont mis en contact avec les adultes pour savoir quel type de réponse on va apporter. Alors évidemment qu'on doit d'abord installer le dispositif préventif avant le cyber-help, parce que imaginez, vous déclenchez le cyber-help, et puis des adultes de l'autre côté ne savent pas très bien quoi faire. C'est important qu'on équipe. Ça peut être des équipes spécialisées, ça peut être des écoles qui sont équipées, qui ont le dispositif, et vous avez des réponses sous forme d'espace de parole ou sous forme de conseils d'éducation. Les résultats, évidemment, et on s'y attendait, ce n'est pas une surprise, qu'on contrôle le cyberharcèlement de cette manière-là, c'était assez logique. Imaginez si on explique à tout le monde qu'il y a un dispositif qui freine les messages agressifs, même dans votre humour, vous allez faire un peu gaffe, vous allez être beaucoup plus prudent. Et donc, on a effectivement une prévention qui se met en place automatiquement. Mais le résultat qui a été tout à fait étonnant, c'est quand on a demandé le niveau de satisfaction des personnes. On a constaté effectivement que les cyberagresseurs trouvaient que c'était plus cyberagressés potentiels trouvaient que c'était plus agréable. Mais ça, on pouvait s'y attendre. Mais aussi que les cyberagresseurs potentiels trouvaient ça beaucoup plus chouette de surfer tranquille. Ça veut dire que cet appel à ce qu'on appelle non pas de la convivialité, je vous l'ai dit en début d'intervention, la convivialité, c'est pas naturel. Si on s'imagine qu'il suffit de dire aux gens qu'ils doivent se respecter les uns les autres, ou que la convivialité va se construire tout de suite, vous savez, par exemple, des journées voisins, par exemple. On a vu ce que ça donnait, les voisins vont se voir les uns les autres. À un moment donné, c'était l'idée, ça, que la convivialité, elle s'installait tout de suite. Regardez ce que ça donne. Finalement, les voisins qui se voient les uns les autres maintenant, c'est essentiellement pour se critiquer. C'est-à-dire que la convivialité, quand on veut la construire, on doit mettre en place des règles de convivence. C'est ça un espace de parole régulé, c'est un adulte qui dit « je vais gérer ce qui se passe dans le groupe » et c'est moi qui en ai la maîtrise parce que c'est moi qui fixe les règles de prise de parole au sein du groupe. C'est pour ça qu'on est dans des espaces de convivence au sein des écoles qui sont connectés à ces réseaux de convivialité. Et quand je vois Facebook revenir maintenant en arrière, en gros parce qu'ils ont perdu le marché, il faut être très clair, ils ont perdu le marché au détriment de plein de réseaux sociaux qui sont devenus beaucoup plus populaires sur les adolescents. Il faut bien savoir une chose, c'est que les réseaux sociaux, quand on les a contactés pour travailler avec eux, ils nous ont envoyé royalement paître, tous. Il n'y a pas un seul qui valait mieux que l'autre. Ils nous ont dit en gros des messages, ils disent si vous voulez on peut vous aider, on va émettre des messages pour dire c'est pas chouette le cyberharcèlement. D'autres l'ont fait. C'est pas cool, pour reprendre une phrase devenue historique. Simplement des messages, je vais dire, en termes d'intention, qui n'ont strictement aucun effet. Les concepteurs d'appareils, comme Apple par exemple, ont été très très vigilants aussi sur ce qu'on faisait. Ils nous ont d'ailleurs contactés en disant tiens, ça nous intéresse, mais droit d'exclusivité, uniquement les iPhones et les iPads. Donc vous imaginez la catastrophe que ça ferait si on faisait à 100 € de plus pour un appareil protégé. Et donc ceux qui nous ont aidés, ce sont Microsoft. C'est des gens de Microsoft. Et le vrai miracle, et je termine souvent mes conférences comme ça, parce que c'est un vrai miracle. Au moment où, vous savez, nous on est des scientifiques, on n'est pas des commerciaux. Donc on pense, on réfléchit, et puis on vend rien. Et on a travaillé beaucoup avec eux sur la mise en place de cette application. Et puis on a dû leur poser la question qui tue, mais comment on va faire maintenant pour le diffuser et vous demander combien. Et ils nous ont répondu cette réponse extraordinaire, rien du tout.
Pour nous, c'était juste une façon de nous positionner sur les réseaux sociaux. Ils l'ont dit un peu autrement. Ils ont dit que c'était une façon de niquer les réseaux sociaux. Mais ils avaient besoin, effectivement, d'avoir leur position et de se positionner par rapport aux réseaux, ce qui fait que cette application est complètement gratuite, sera mise à disposition, on l'espère, dans le courant du premier trimestre de l'année prochaine, dès que la phase expérimentale sera terminée, dans les écoles qui sont équipées pour le recevoir ou sur des territoires qui le sont. Donc Mons pourrait l'être, ou des villes peuvent se déclarer zone cyber-respect et s'équiper de manière à répondre à ce type de difficultés particulières. Voilà, je pense que je suis dans les délais. Tout à fait. Plus ou moins, voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Alors, des questions. Bonjour, je vais revenir sur le CyberHelp. Donc je voulais savoir comment, via l'application, via le programme, vous allez détecter en fait, par exemple, si on harcèle une personne mais sans la nommer, donc on harcèle entre amis, mais sans nommer, mais en faisant en sorte qu'on la voit. Et aussi, si c'est de petites piques quotidiennes, est-ce que le programme est capable de détecter ça? Alors, le programme ne va rien détecter. Et c'est le mot que vous utilisez d'ailleurs qui est fondamental. On ne peut pas espérer, en termes de harcèlement et encore plus en termes de cyberharcèlement, détecter quoi que ce soit. On doit mettre en place des espaces de révélation. Si vous cherchez à détecter, vous allez chercher des signaux. Que ce soit des signaux d'agression, or les agressions subtiles, vous savez, quand on a commencé la mise en place du projet prévention harcèlement, on l'a mis en place dans deux espaces sociologiques très contrastés, Charleroi et le Brabant wallon. J'entends encore les personnes me dire, mais dans le Brabant wallon, mais pour qu'ils allaient faire là, ils ont été élevés au kirikou, ils respectent automatiquement les uns les autres. On avait l'impression de mettre en place un projet théoriquement incongru. À Charleroi, là par contre, c'est utile, bagarre permanente, etc. Il n'y a pas photo, beaucoup plus de harcèlement dans le Brabant wallon, sans la moindre injure, des enfants qui se frappent pas, qui se massacrent sur le plan identitaire, avec simplement en mettant les formes. Donc, si on voulait détecter simplement des formes d'agressivité, vous avez des messages qui sont tellement subtils qu'il n'y a pas la moindre injure dedans, mais qui sont des messages qui vous massacrent complètement et littéralement. Donc on ne peut pas espérer détecter sur la teneur des messages, on ne peut pas non plus espérer détecter sur les signaux. C'est la question que j'ai systématiquement quand je donne une conférence. Les parents demandent à quoi est-ce qu'on voit que mon enfant est harcelé et encore plus cyberharcelé. Et je suis obligé de leur répondre à rien du tout. Il n'y a pas le moindre signe avant-coureur. J'ai eu l'occasion de rencontrer tous les parents dont les enfants ont fait une tentative de suicide ou un suicide avéré. Eh bien, ils sont unanimes, ils n'ont rien vu. C'est très culpabilisant pour eux, d'ailleurs. Ils n'ont rien vu venir. C'est d'ailleurs une manière de gérer l'information par rapport au cyberharcèlement qu'on doit absolument corriger. Et la presse l'a fait parce qu'il y a eu un gros problème il y a quelques années dans le Luxembourg. Vous avez un effet qu'on appelle un effet copycat, c'est-à-dire que plusieurs tentatives de suicide se sont passées les unes derrière les autres dans la même région, avec des explications saugrenues en termes de la presse. C'était lié au fait qu'il y avait soi-disant moins de convivialité au Luxembourg qu'ailleurs, etc. C'était complètement saugrenu. En fait, c'était lié à la gestion de l'information. Si vous présentez un petit ange, quelqu'un de merveilleux, un éclair de lumière qui s'est éteint d'un coup, et c'est souvent le cas, il n'y a pas de signaux, et ce sont des élèves, des enfants qui généralement sont plutôt lumineux. C'est pas la personne qui s'est renfermée pendant très longtemps, ce sont ce qu'on appelle des dominants contrariés qui sont plus attaqués sur le cyberespace. Ce ne sont pas les dominés qui sont massacrés, ceux-là ils évitent même parfois d'aller sur les réseaux sociaux. Ce sont les dominants contrariés qui sont sur les réseaux sociaux, qui perdent leur pouvoir parce qu'un autre dominant a pris le pouvoir au sein de la classe et on le massacre. Et puis c'est d'une seule traite, en un éclair. C'est la gestion de la presse, un petit ange, des monstres, parfois même nommés dans l'article, et pas de solution possible. Évidemment, on les fait copycat, vous tend les bras. Moi, si je veux devenir un petit ange, je vais faire payer, c'est d'ailleurs un des gros problèmes de l'ensemble des films ou des séries, comme 13 Reasons Why, par exemple, qui est une superbe série, qui est celle qui produit beaucoup de succès auprès des adolescents, parce qu'elle explique très très bien le harcèlement et le cyberharcèlement. Une jeune fille envoie 13 cassettes dans lesquelles elle explique à 13 de ses agresseurs pourquoi elle se suicide. Les 13 agressions prises individuellement sont anodines.
On n'a pas du tout le sentiment que ça justifie un passage à l'acte suicidaire. Et c'est effectivement ce qui se passe très souvent dans les situations de bullying ou de mobbing. C'est une agression qui se déclenche par l'accumulation de petits phénomènes agressifs, ce qui fait que quand au sein d'une école on enquête en cherchant des signaux, on en arrive à cette phrase catastrophique. C'est pas vraiment du harcèlement. Ou pire que ça, votre enfant, il serait pas un peu trop sensible ? Ou il manquerait pas un peu d'humour, et là vous créez une triple victimisation, hein, coupable d'être agressé, donc d'être harcelé, coupable d'avoir des caractéristiques qui ont justifié ce harcèlement, et coupable de ne pas savoir en sortir vous-même parce que vous êtes trop sensible ou vous manquez d'humour. Donc ça, il faut évidemment éviter ce mécanisme-là, et il faut éviter aussi ce qui est induit par ces films. Et c'est le gros problème dans 13 Reasons Why, très bien fait, sauf que ça suppose qu'on doit se suicider pour créer une réponse. Et ça, c'est catastrophique comme message. Évidemment que non. Le film Marion, par exemple, 13 ans pour toujours, j'ai eu l'occasion de le visionner avec plus de 300 élèves de secondaire. Ce film qui est un brûlot contre l'école, hein, il faut dire les choses comme elles sont, parce que c'est la grosse différence entre la Belgique et la France. Les parents en Belgique qui ont vécu ce type de drame se sont mis à côté de l'école pour chercher des solutions. En France, c'était beaucoup plus tendu. Ils se sont positionnés contre l'école avec un film, si vous avez l'occasion de le voir, qui donne un très mauvais rôle à des enseignants complètement non outillés, pas désireux de l'être, et ayant juste une envie, c'est de se cacher du problème ou de le dénier. C'est pour ça d'ailleurs que sur le film, vous allez voir d'après une histoire vraie. Parce qu'en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. J'en ai parlé avec Éric Debarbieu qui a été amené à gérer cette situation. Il me dit que ce n'est pas du tout le reflet de ce qui s'est passé au sein de l'école. Mais j'étais au Théâtre National en train de visionner ce film. Une vraie émeute après. Des élèves qui disent c'est dégueulasse contre l'école évidemment, mais surtout contre eux-mêmes. Si on voit ces sales types qui ont provoqué... Et les élèves les plus virulents étaient ceux avec lesquels on a très vite, dans le débat après, essayé de déterminer dans quelle mesure, eux, ils avaient tendance à vanner énormément, à se moquer, à casser les autres. Si vous avez l'occasion de regarder sur Antenne 2, je n'ai pas la télé donc je ne regarde pas, j'ai eu l'occasion de participer à une émission l'après-midi, c'est une émission un peu siro-compassionnelle, hein. En gros, ça remplace ce que faisait Sophie d'avant. Je ne connais pas l'animatrice, mais apparemment elle a l'air assez connue. Et il y a un champion du monde de boxe qui se trouve là avec... vous savez, le principe, c'est exactement le même d'ailleurs qu'on utilise dans les espaces de parole régulés. C'est pour ça qu'elle est très douée, hein, cette animatrice. C'est-à-dire qu'elle fait en sorte que vous expliquiez une émotion en vous donnant l'équivalent d'un bâton de parole et en vous disant, on ne va pas vous interrompre, tout le monde va vous écouter. Faites l'expérience, elle est facile à réaliser. Vous rentrez chez vous, vous tapez Kylian. Kylian, c'est un petit garçon aux États-Unis qui explique qu'il est harcelé. Sa maman a une espèce de fulgurance, c'est-à-dire qu'elle fixe la caméra sans jamais l'interrompre, en faisant uniquement des questions de relance, et sans bouger la caméra. Ce qui fait que vous êtes confronté à cet enfant qui explique son émotion. C'est inévitable, ça produit de la contagion émotionnelle, au point que des gens comme Rihanna, Snoop Dogg, etc. lui ont envoyé des messages. C'est ça la contagion émotionnelle, c'est ce sur quoi on compte dans les espaces de parole pour créer une réponse du collectif. C'est systématique, vous en avez une systématiquement. C'est ce que font aussi les émissions, je vais dire, qui diffusent ce sirop compassionnel, à la nuance près qu'eux ne cherchent pas à gérer le problème, mais à créer de l'émotion et à les laisser en suspens. Je me retrouve là avec 132 kilos de muscles, hein, ce type immensément costaud, 3 personnes qui vont être amenées à témoigner les unes derrière les autres et qui ne sont pas classées au hasard, hein, c'est-à-dire que vous allez... La première, c'est une émotion relativement facile à gérer, deuxième, plus importante, troisième, insoutenable. Hein, un garçon qui explique une situation terrifiante. Tout le monde pleure sur le plateau, sauf moi, je suis obligé, je suis l'expert. Donc je n'ai pas le choix, je suis obligé d'essayer de contenir. La masse de muscles, là, les 130 kilos de muscles se mettent à pleurer comme un gamin de 6 ans. Regardez l'émission, vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Et il explique, moi je t'aurais vanné parce que le gars explique qu'il est homosexuel et que c'est la révélation de cette homosexualité qui n'a pas été faite par lui mais par son ami de l'époque qui a généré un harcèlement hors norme. Et le type dit, moi j'aurais été le premier à te vanner, je t'aurais cassé, mais je me rends compte que je suis un salaud, et il repleure encore plus abondamment. Et vous avez ce qui se passe effectivement quand on travaille sur les émotions. L'animatrice se met à embrasser tout le monde, hein, puisqu'on est dans l'émotion, sauf moi, hein, puisque moi je ne pleure pas, donc elle passe au-dessus de moi. Mais tous les autres ont droit à ce petit sirop compassionnel. Et vous avez ce qui se produit effectivement dans un collectif quand les émotions sont importantes. Ce qui est fondamental, c'est d'outiller les écoles pour utiliser ces émotions, pour créer des mouvements qui n'obligent pas l'enseignant à trouver lui-même des solutions.
Ça, c'est le principe de l'espace de parole régulé. Mais ce sont des espaces de révélation des émotions. On ne cherche pas à détecter des signaux. Si vous cherchez à détecter des signaux, vous allez condamner vos enseignants à percevoir une violence invisible qui se manifeste de manière tellement larvée que ça va créer chez eux une forme d'hypervigilance qui est très contre-productive. Ce sont des espaces de révélation. C'est pour ça que les espaces de parole, parce qu'on y protège les émotions, permettent de révéler tout ce qui est vécu comme étant du harcèlement ou des situations de souffrance. On utilise ça actuellement, y compris dans des grandes banques, où on travaille de la même façon, et ça permet aux personnes de dire leurs émotions. Je suis triste, je suis en colère, j'ai peur, je suis dégoûté, en étant protégé dans la manifestation de cette émotion. Et une femme peut très bien dire « moi je suis en colère parce qu'on plonge dans mon décolleté ». On n'accuse pas, on ne désigne pas, on ne nomme pas, c'est une des règles des espaces de parole, pour éviter qu'on soit dans des tribunaux entre élèves. On va juste démonter la situation en rangeant le message en fonction de ce qui aurait été révélé. La femme qui dit « je suis en colère parce qu'on plonge dans mon décolleté », eh bien oui, effectivement, porter un décolleté, c'est pas une incitation au voyeurisme, c'est juste une manière de s'habiller. Ça permet de classer le comportement comme un comportement intrusif qui suppose un recadrage. Même chose si la jeune dame dit moi je suis triste ou je suis en colère parce que on m'appelle ma petite chérie, je suis secrétaire, je suis pas là pour être sa petite chérie. Comportement inapproprié qui suppose également une forme de recadrage. Même chose si vous avez des blagues salaces, par exemple, que vous ne supportez plus. Je suis dégoûté parce que on fait des blagues de ce type-là dans le bureau. Eh bien, ça permet simplement de recadrer en fonction de comportements qui sont vécus comme inappropriés, intrusifs ou inconvenants. On n'a pas demandé aux gens de chercher eux-mêmes à identifier, c'est impossible. Sinon, vous donnez du pouvoir aux dominants qui vont ranger eux-mêmes les messages en disant « mais c'est pour rire, je l'appelle ma petite chérie, mais c'est gentil ». Et puis elle met des décolletés, là, qu'elle s'habille autrement. Et vous avez des personnes, et c'est tout le problème de l'humanité, c'est que quand vous avez des émotions qui sont, et c'est comme ça qu'il y a ces différentes saisons du harcèlement, en fait, le premier mécanisme qu'on fait quand on veut harceler, que ce soit à l'école ou ailleurs d'ailleurs, c'est qu'on va d'abord créer de manière répétitive des émotions chez vous. C'est le principe de créer des bouffées d'émotions qui, en se répétant, vont créer ce qu'on appelle des états d'âme. Un état d'âme, c'est ce qui fait la différence entre l'être humain et l'animal, c'est que l'être humain met des états d'âme sur les émotions, c'est-à-dire qu'il commence à y réfléchir. Il se met en question par rapport à ce qu'il est en train de vivre et il se pose généralement les mauvaises questions. Pourquoi moi ? Est-ce que je dois changer d'habillement ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Et ces états d'âme vont amener les élèves à se poser des questions sur eux-mêmes. Quand ils commencent à être la cible d'émotions répétées, et là, c'est la différence entre la peur, l'anxiété ou l'inquiétude, qui peut se cristalliser, troisième niveau, accessible uniquement évidemment à l'être humain, le sentiment, lorsque ça devient de la terreur. Et lorsque vous passez de la peur à l'inquiétude, l'anxiété, puis à la terreur, là, vous avez installé un sentiment qui implique une prise en charge plus importante. Ce qui explique aussi que les écoles ne doivent pas agir seules. Tout l'entourage doit être mobilisé. Quand on est dans la terreur, il y a un travail. Si vous voulez, si en gros je vous dis que j'ai peur, vous allez chercher, de quoi il y a peur, il faut que ça s'arrête, je vais créer un mouvement chez vous très rapide. C'est pour ça que l'espace de parole régulé fonctionne très bien avec les émotions. Si c'est un état d'âme, si je vous dis je suis inquiet, c'est votre cortex qui va se mettre en mouvement. Et vous allez me dire, asseyez-vous et dites-moi ce qui vous inquiète. C'est pour ça d'ailleurs que les t-shirts même pas peur avec les attentats, c'était une connerie absolue. Quelqu'un qui n'a pas peur alors que des bombes explosent tout autour de lui, c'est quelqu'un qui n'est tout simplement pas un être vivant. Même les animaux ont peur quand il y a des explosions. Même pas inquiet supposerait que vous êtes un idiot, parce que vous êtes incapable de réfléchir à ce qui se produit dans un monde dans lequel les bombes explosent. Par contre, ce qui aurait été très intéressant, c'est même pas de terroriser. Parce que c'est ça d'ailleurs que les terroristes attendent. Ils ne cherchent pas à faire peur, ils ne cherchent pas à inquiéter, ils cherchent à créer un sentiment d'impuissance parce que vous êtes soumis à un sentiment qui est le résultat d'une émotion qui s'est transformée en état d'âme et qui s'inscrit dans la durée. Et là, qui suppose une prise en charge. Un enfant terrorisé est un enfant qui doit aussi être pris en charge pour pouvoir parler à l'espace de parole. Ne demandez pas à un enfant terrorisé de parler spontanément à un espace de parole. Il va au moins attendre de voir comment ça se passe. Et éventuellement, après, il en parlera. Mais il a aussi besoin de cet accompagnement. C'est pour ça qu'on est dans des dispositifs qui doivent outiller les écoles pour mettre en place des espaces de révélation, parce que les élèves, les enfants, les adolescents ont confiance dans le dispositif qui est mis en place, mais qui ne doit pas seulement outiller l'école, mais aussi l'équiper avec d'autres services qui doivent connaître ces différents outils. J'ai tendance à dire pour le moment qu'une école qui
affirmerait encore qu'elle est démunie face au cyberharcèlement, et je l'ai entendu lors d'un JT où j'avais eu l'occasion de passer, où je passe juste après pour dire ça, et une direction qui dit « mais vous savez, on est démunis face à ça ». Mais ça, c'est catastrophique comme message. Quand les parents entendent ça, école démunie, parents angoissés, c'est de l'autisme pédagogique que de considérer qu'il n'y a pas d'outils. Pas seulement ceux qu'on met en place, il y en a plein d'autres, les méthodes Picasse. Il y a des méthodes et on doit pouvoir les mettre à disposition des écoles. C'est pour ça d'ailleurs, et c'est le sens de ce type de rencontre selon moi, c'est expliquer que ces outils existent. Le rôle des universités, c'est de diffuser les outils. Il y a quelques années de ça, on faisait encore des colloques entre universitaires pour parler d'outils. Et puis quand on posait la question qui tue à la fin, mais ces outils sont utilisés où ? On s'en fout. On s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'ils existent en tant que produit intellectuel. Ça, il faut vraiment dépasser ce moment-là et rendre tous ces outils disponibles parce qu'on sait contrôler ces phénomènes et que le numérique ne va faire que leur donner une forme amplifiée. Alors, c'est pour ça que c'est le rôle des écoles, le numérique. Parce que 85% des situations de cyberharcèlement concernent les enfants d'une même classe et plus de 95% d'une même école. Donc on est dans des phénomènes réels, un groupe réel sur lequel on a mis en place une caisse de résonance virtuelle. Si on joue juste sur la caisse de résonance, on n'arrivera à rien. On doit pouvoir travailler sur l'espace réel et pour ça, on doit donner les moyens et les outils aux personnes de s'en préoccuper. Mais je m'aperçois que j'ai répondu à votre question et que je suis reparti dans autre chose. Une question. Hop. Bonjour, on m'entend bien ? Oui. Donc en fait, voilà, moi je viens du Collège Saint-Augustin de Gerpine, oui. Et nous avons mis en place depuis quelques années un groupe qui s'appelle les Confidents. Et je voudrais savoir si vous pensez que c'est la bonne démarche ou si on doit ajouter autre chose à cette démarche pour qu'elle soit efficace. Je suppose que vous connaissez déjà un petit peu le... Oui. On est passé à la RTBF, enfin voilà. Donc en fait, les confidents, ça fonctionne comment ? C'est un adulte ressource, donc moi, qui est casté une 60aine d'élèves à travers donc, toutes les années, de la première à la réto, et qui sont là pour observer s'il y a des choses un peu étranges qui se passent, donc des élèves isolés ou des élèves malheureux dans la cour. Et on organise des permanences, donc tous les jours, que ce soit à 10h ou à midi, on a des permanences où les enfants peuvent venir. Je tremble, c'est horrible. Non, ça va. Donc, où les enfants peuvent venir expliquer ce qui les tracasse, ce qui les embête. Et on a deux axes de réflexion. On a d'abord le bien-être à l'école. Ça, c'est un peu tout ce qui concerne l'école en général. Et puis la lutte contre le cyberharcèlement. Et on a également organisé des conférences, mais tout ça avec nos propres petits moyens. On a établi une liste de 25 faits que l'on considère comme inconcevables dans notre école. Alors ça va du chewing-gum collé sous le banc à la bousculade, au self, etc. Donc c'est vraiment 25 faits. Tous les élèves de l'école, donc les 1000 élèves, sont informés au début de l'année des 25 faits. Donc ils sont censés ne pas les faire. S'ils les accomplissent, ils sont convoqués chez moi et j'établis un constat. C'est ce que vous appeliez la sanction probatoire. Nous, on appelle ça le constat d'incivilité. On demande à l'enfant pourquoi il pense qu'il est convoqué. Il s'explique, il se justifie et on lui dit voilà, maintenant tu sais que tu as fait quelque chose qui n'était pas super, donc tu ne le refais pas, sinon alors il y aura une sanction, évidemment. Alors, c'est très très intéressant comme dispositif. La seule personne pour laquelle je m'inquiète dans le dispositif, c'est vous. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes ce qu'on appelle une éponge anti-harcèlement. C'est terrifiant. Hein. J'espère que pour vous, ça va encore. Pour le moment, ça va. Je suis détachée pour 3 heures. Voilà. Mais l'année passée, c'était très difficile. C'est très bien déjà d'avoir mis en place quelque chose qui permet de nommer. Simplement, vous avez formalisé et ça permet déjà d'avancer. Le problème, c'est que vous vous condamnez à trouver des solutions, vous, à des situations qui sont parfois très confuses, avec, je vais dire, pour reprendre le titre de l'émission, un devoir d'enquête, par exemple, qui est terriblement compliqué. Vous savez, on va essayer de faire une enquête ici. Vous savez que vous êtes au courant qu'il y a des gens qui parlent sur votre dos dans ce groupe. Vous savez, donc on va faire une enquête pour vérifier. C'est vous. Vous parlez beaucoup sur le dos de madame. Donc je vais faire l'enquête. Je vais vous demander, c'est vrai que vous aviez dit que madame, elle était un petit peu conne. Vous allez me dire, non, je n'ai pas dit qu'elle était conne. J'ai dit qu'il fallait beaucoup de temps pour qu'elle comprenne les choses. Et donc, vous allez atténuer votre message et vous allez dire, et en plus, les deux qui sont autour de moi, quand je dis des trucs pareils, ils rigolent. Et donc, vous allez le diluer et vous aurez systématiquement le même mécanisme de dilution
de la responsabilité et d'atténuation de l'agression. Et donc les enquêtes sont impossibles. Là où les espaces de parole régulés, à mon avis, et je pense que c'est vraiment important que vous puissiez prendre contact pour que ces outils puissent se mettre en place, c'est que c'est le groupe qui va trouver des solutions. Parce que la règle dit, dans ces espaces de parole régulés, que l'adulte s'abstient de chercher des solutions. Si vous avez quelqu'un qui est là pour trouver des solutions, eh bien, vous allez vous reposer sur cette personne. Et la contagion émotionnelle, elle va produire une espèce de mouvement qui va s'arrêter aussi net en disant, de toute façon, c'est à elle à trouver. Alors que c'est ça la difficulté que vous risquez d'avoir. Par contre, le dispositif que vous mettez en place en centralisant l'information de façon à activer, et ce qui est important, c'est que les enseignants disposent des outils. On le fait quand on met en place ce qui est le plus efficace. On pourrait imaginer de mettre en place des médiateurs ou des personnes extérieures qui viennent avec ces techniques. Ça peut et ça doit se faire dans certains cas. Les méthodes PICAS, par exemple. Dans certains cas graves, on a déjà fait appel. Voilà. Et les méthodes PICAS sont très utiles pour travailler, mais ça demande beaucoup d'investissement parce que vous devez voir tout le groupe individuellement. Vous devez en gros torpiller ce groupe en demandant le niveau de sollicitude de chacun. En gros, vous mettez l'élève en congé qui est victime de cyberharcèlement et puis vous expliquez à chacun des élèves qui sont le groupe des agresseurs, puisqu'ils sont nécessairement plusieurs, que vous êtes inquiet, pas que vous avez peur. On va travailler avec le cortex dans la méthode PICAS, pas avec les émotions directement, et vous demandez à chacun d'eux leur niveau de sollicitude, c'est-à-dire en quoi est-ce que tu partages mon inquiétude, et le niveau de responsabilité, en quoi tu te sens responsable. Et on constate systématiquement, et toujours la même chose, la personne va augmenter son niveau de sollicitude quand elle est seule avec vous. Oui, moi je suis inquiet aussi. Et diminuer son niveau de responsabilité. Mais c'est pas moi, c'est surtout les autres, y compris l'agresseur principal qui dit mais c'est le groupe qui. Puis vous les voyez tous ensemble et vous leur demandez à chacun de proposer des solutions. Vous les voyez ensemble, vous allez torpiller évidemment l'esprit d'équipe en disant tiens toi, tu m'as dit que tu étais très inquiet pour lui et que d'ailleurs tu n'étais pas responsable, c'était surtout les autres. Vous imaginez ce que vous allez créer. C'est pour ça que c'est fait par des personnes extérieures à l'école. Ça, c'est pas, les méthodes PICAS ne sont pas faites par les enseignants eux-mêmes, mais par des personnes extérieures. Et puis, vous torpillez le groupe, et après, seulement, vous faites venir l'élève en disant, voilà les solutions qui ont été proposées, mais le groupe est complètement détruit. C'est beaucoup d'investissement, donc on ne peut pas demander aux enseignants de le faire dans leur classe. Je suis la seule pour 1000 élèves, oui, parce que mes collègues... Vous n'allez absolument... Plus, et la personne qui va imploser, ce sera vous. Et alors, ils ont mon numéro de téléphone, ils peuvent me joindre 24 heures sur 24. Alors, mais il n'y a que moi qui fais ça. Non, c'est un numéro de téléphone spécial, parce que avec les confidents, on me signale des choses. En septembre, je pense que vous allez pouvoir vous reposer un peu, et rassurez-vous, si vous tenez jusque la mi-mai, vous allez rentrer en basse saison. Je suis vraiment... Donc ça va mais on n'a pas beaucoup, justement, c'est ça que je voulais aussi dire. Vu la prévention qu'on a mis en place, vu les faits qui sont clairement expliqués, on a un panneau qui nous est réservé dans le couloir, on informe les parents. La liste des confidents, donc moi j'ai 50 élèves qui m'aident à repérer les choses qui ne vont pas très bien. Ils sont affichés aussi. Donc avec tout ça, on a eu il y a 3 ans un énorme cas mais sinon, voilà. On n'a pas de choses dramatiques. Tout à fait, mais je pense que ce que vous mettez en place est une réponse qui peut être efficace pour autant que mais il faut longtemps pour que ça... Voilà, il faut toujours 2 ans à 3 ans pour qu'on installe... on est dans notre 3e année là. Et donc il faut 3 ans pour installer un projet dans une école, ça on le voit, nous, quand on installe le projet pour qu'il soit réellement efficace, mais c'est un projet global, c'est-à-dire qu'on va réguler aussi les territoires, les couloirs, etc. Tous les territoires vont être soumis à des règles, on met en place des espaces de parole pour gérer les climats des classes, donc c'est des outils pour gérer le climat, et on rappelle la loi par des sanctions. Ce qui est important, c'est que vous soyez en lien avec des outils qui mettent tout ça en ordre. Parce que sinon, vous allez tout faire. Vous allez vous retrouver à sanctionner des lois, à essayer de mettre en place des règles, et vous mettez beaucoup, beaucoup d'énergie. Elle a du sens, et surtout, n'arrêtez pas. Quand on travaille dans une école, vous savez, on a plus de 500 projets actuellement activés dans les écoles, on utilise ce qu'ils font, et on met ce qu'on a à mettre en place pour mettre de l'ordre et donner de la force à ce qu'ils font, pour éviter justement à un moment donné que quelqu'un soit saturé. Donc on ne tire jamais rien, c'est une très très belle initiative, vous devez simplement vous donner les moyens d'être outillés de manière plus efficace, et surtout éviter ce qu'on voit dans beaucoup d'écoles, des groupes qui travaillent le harcèlement, des espaces pilotes comme ça, avec tous les autres qui les regardent. Et qui attendent qu'on s'épuise. Et qui, en cas d'erreur, vont vous regarder doublement, en disant « Ah, tu vois, on t'avait dit que ça ne sert à rien. De toute façon, ils sont toujours comme ça, on ne saura rien y faire. » Parce que le vrai problème de ce que j'ai appelé tout à l'heure les saisons du harcèlement,
c'est que ça crée une forme de fatalisme. Ça recommencera toujours, ça sert à rien de toute façon. Et la pire des choses qui pourrait arriver à votre projet, c'est que vous soyez à un moment découragé. Parce qu'il tient sur 1 ou 2 personnes. Et si ces personnes n'ont plus le souffle, à ce moment-là, quand on met en place des projets, ils doivent se fondre dans les institutions. C'est pour ça qu'on a travaillé sur les cours de récréation. Et quand on voit une cour de récréation est bétonnée, on se dit là, le projet, il va être bétonné aussi. Ça rentre dans la structure. Quand je vois des écoles comme l'Athénée Royal de Chesnay, où ils ont des petites lignes blanches simplement dans leurs couloirs. On tient sa droite dans les couloirs. On ne court pas dans les couloirs. On ne se stationne pas sauf dans des endroits qui sont prévus pour. C'est hyper simple à mettre en place. C'est rentrer dans la structure institutionnelle. C'est pour ça maintenant qu'on travaille avec des écoles qu'on appelle les écoles vitrines. Allez voir, et l'école va vous expliquer comment ça fonctionne, ça coûte rien. Il diminue par 7 le niveau d'accident, tout simplement, parce que vous avez juste des flux qui sont gérés. Espace de parole généralisé dans l'école, ça veut dire c'est pas plic-ploc un de temps en temps, c'est une obligation que les titulaires reçoivent avec leur titulaire. Ça, c'est une attribution supplémentaire. Il y a des heures pour ça ou... Complémentaire, et c'est vraiment important que ce soit comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup pour qui, oui, mais si c'est pas dans l'horaire, je fais pas. Hein. Alors, c'est l'impression qu'on a dans un premier temps. Il faut savoir que c'est pas chronophage de mettre en place des espaces de parole. Ça doit s'adapter au style d'institution que vous avez, parce que sinon, vous êtes parasité en permanence par ces problèmes. Et il vaut beaucoup mieux pouvoir dire à un élève « t'en parleras là-bas », à ce moment-là, plutôt que de l'écouter entre 2 portes, puis de le réentendre 3 jours après, de se créer dans des espaces informels, la formalisation et la ritualisation des procédures. Vous avez des écoles où il y a un espace pour les espaces de parole. Il y a une région qui le montre bien, peut-être des personnes qui viennent de cette région-là, la région de la Botte du Hainaut. La Botte du Hainaut, toutes les écoles primaires fondamentales ont mis en place le projet pour des raisons, je vais dire, d'opportunisme. En gros, la Wartoise, c'est-à-dire si vous buvez une chimée, vous financez une cour de récréation. Donc, buvez sans modération, parce que les chimées aident effectivement à mettre en place ces cours de récréation. Du coup, toutes les écoles primaires l'ont fait. Et dans les écoles secondaires, ils me disent, c'est incroyable. Les élèves mettent en place eux-mêmes les espaces de parole. Enfin, c'est-à-dire que c'est toujours de l'initiative de l'adulte, mais ils connaissent les règles par cœur. Si vous allez sur le marché de chimée, vous demandez à n'importe quel enfant, c'est quoi un espace de parole ? Il vous sort les différentes règles. C'est ça le principe. C'est qu'on outille avec des méthodologies qui permettent simplement de rassurer l'enseignant. Je vais prendre un tout dernier exemple. Un petit garçon de 10 ans qui vient me voir en consultation. Il avait été harcelé assez lourdement l'année passée et il demande un rendez-vous pour une consultation. Je le reçois. Je passe dans l'urgence parce que je me dis, tiens, il doit revivre sans doute quelque chose de difficile. J'étais étonné parce que ça me semblait avoir bien été. Il vient me voir avec son papa, il me dit, non, je ne suis plus harcelé, je voulais juste vous voir pour vous expliquer comment ça s'est passé. Et il a 10 ans et il m'explique, il me dit, voilà, vous avez téléphoné, c'était en basse saison, c'est en juin l'année passée. Je téléphone à la direction pour demander le contact avec l'enseignant, donc ça prend 10 minutes pour mettre en place un espace de parole, c'est juste expliquer les différentes règles et se proposer comme soutien à l'enseignant dans la mise en place. Je téléphone à l'enseignant qui m'écoute très gentiment, etc., puis qui fait l'espace de parole. On est en fin d'année. À la va comme je te pousse. En gros, il réunit tout le monde, il dit voilà, on a un petit problème avec lui, là, les autres, là, j'aimerais bien quand même qu'on soit plus sympa, etc. Le gamin dit c'est pas ça un espace de parole, il va voir la direction. Et il dit écoutez, moi je suis désolé, un espace de parole, c'est pas comme ça. J'étais, je me suis dit, mais que ça se fait comme ça, comme ça. Il a 10 ans, il explique les 5 règles. Le directeur que je connais par ailleurs et qui est super beau joueur me dit, ben voilà, je lui ai dit, écoute, si tu penses que ça se fait autrement et que tu connais, explique-le à l'enseignant. Lui aussi très beau joueur, dit, ok, je vais le faire suivant les règles. Et là, ça fonctionne. C'est pas parce qu'on n'a pas choisi les règles par hasard, hein. Elles ont été mises en place parce que si vous ne protégez pas une émotion, par exemple, si vous sortez du canevas des 5 émotions, vous êtes tombé dans des états d'âme. Tristesse, colère, joie, peur, dégoût. N'allez pas au-delà. Que vous ayez 3 ans ou 75 ans, vous aurez les mêmes émotions. C'est elles qui produisent la contagion émotionnelle. Dès qu'on est dans autre chose, on produit autre chose que de la contagion émotionnelle. Oui. Oui, je dis, si on décide d'entrer dans le projet plus concrètement avec vous, vous venez dans les écoles oui. Et alors vous faites une conférence pour tous les professeurs, pas uniquement ceux qui seraient intéressés alors, par... je ne vous promets pas que je la ferai demain, parce que... Non, mais comment je fais concrètement pour vous contacter? Alors, c'est à l'université ici. Hein. Donc, de toute façon, ce qu'on est en train de mettre en place pour le moment, on travaille avec une enveloppe fermée de 500 écoles, hein, pas plus pour le moment, parce qu'on doit installer avec des écoles qui sont des écoles vitrines, hein, qu'on utilise, ou écoles témoins,
ou école parraine, hein, appelez ça comme vous voulez, mais qui sont des écoles dans lesquelles on blinde de projets pour que les directions et les enseignants puissent l'expliquer aux autres. Et donc, ce qu'on peut, par exemple, faire dès maintenant, c'est vous envoyer dans une de ces écoles qui correspond, on en a une trentaine, qui correspond à la configuration de votre école. Je ne vais pas vous envoyer dans une école rurale si vous êtes dans une école urbaine. Non, Gerpine, c'est rural, c'est Hainaut. Oui. C'est entre le Hainaut et Namur. Et voilà. Et donc, on définit ensemble quelle école vous pouvez aller voir. Et puis, on travaille à ce moment-là, effectivement, et on le fait dans toutes les écoles, parce que l'ambition, c'est d'équiper toutes celles qui le souhaitent. Et je vous assure que ça, c'est une vraie leçon qu'on prend. Hein. Quand j'entendais encore il y a quelques années, les écoles ne veulent pas bouger, j'invite n'importe qui à venir voir ma boîte mail tous les jours, hein, des écoles qui demandent, on veut être outillé, on veut des outils. Et donc, on avance. Dans un espace comme le vôtre, où déjà quelque chose est mis en place, c'est beaucoup plus simple. On utilise ce qui est mis en place et on serre un peu les boulons pour qu'on voit ce qui fonctionne, ce qui pourrait fonctionner mieux ou différemment, et on met en place sur ce que vous faites. Donc prenez contact. Je laisse de toute façon des cartes ici pour les personnes qui le souhaiteraient, donc comme ça vous aurez toutes les références. Moi, juste une rapide question par rapport au groupe de parole. La dernière. Au niveau de partager son émotion. Oui. Ça suppose quand même, en termes de compétences émotionnelles, que l'enfant soit capable de bien exprimer son émotion et de savoir c'est pas une compétence facile de pouvoir exprimer son émotion, de pouvoir verbaliser, de pouvoir... Alors, justement, c'est pour ça que ici, j'ai placé à la grosse louche. Tout ça est expliqué dans des bouquins pour les personnes qui le souhaitent, parce que on va pas dire parle de ton émotion. On utilise des émoticônes. C'est ça qui est fondamental. Seulement 5, tristesse, joie, colère, peur, dégoût. La première manière de faire, c'est vous mettez les élèves en cercle et chacun choisit une émotion. Et c'est vous qui allez donner la parole en tant qu'adulte à ceux qui ont une émotion contrastée. C'est-à-dire, on ne va pas faire le tour des émotions, ça c'est catastrophique. Vous avez une contagion émotionnelle et inversée, et ceux qui ont une émotion difficile sont dilués dans les autres. En gros, faites un espace de parole dans une école maternelle, par exemple. Moi, je suis content parce qu'il fait beau, moi, je suis content parce qu'il y a du soleil, etc., etc. Non, ici, chacun choisit un émoticône et on donne la parole à celui qui a une émotion comme la peur, la tristesse, la colère ou le dégoût. Et il va juste, et moi je le fais très régulièrement, c'est quand j'ai un élève, adolescent ou enfant, qui vit une difficulté, parfois il vient avec un sentiment. J'ai eu ça il y a une semaine dans mon bureau, une jeune fille débarque en disant « Je viens vous voir parce que je veux que vous fassiez foutre cette fille là dehors, je la hais ». Et évidemment, elle est avec un sentiment, je ne peux rien faire. Je dis « Non, là, je ne fais rien avec toi ». On a détricoté jusqu'à arriver à, effectivement, sa colère, teintée de tristesse parce que c'est son ancienne meilleure amie. Et je lui explique-moi pourquoi tu es triste et pourquoi tu es en colère. Et vous faites-le avec vos propres émotions, vous verrez, c'est pas compliqué une émotion. Hein. Si vous regardez ce qui se passe dans une tête, c'est 3 guichets. Un premier guichet qui vous dit ce que tu ressens. Si on vous dit de choisir, mélangez vos émotions, vous en faites des états d'âme, vous pouvez en prendre plusieurs. Premier guichet, qu'est-ce que tu ressens? Deuxième guichet, pourquoi tu le ressens? Les raisons. Et puis troisième guichet, en vue de quoi? C'est tout simple. Si on avec des émotions, on peut travailler simplement. Les psychologues qui travaillent de cette manière-là détricotent les sentiments et les états d'âme pour revenir aux émotions. Et là, ils ont des résultats très rapides. Mais il faut pour ça que l'enfant ait confiance dans le groupe et dans la contenance de l'enseignant. Les enseignants ou ceux qui tiennent les espaces de parole ne sont pas des médiateurs. Il y en a d'autres qui font ce métier-là. Ce sont juste des personnes qui garantissent l'application des règles. Et ce sont des garants de l'application. Quand, par exemple, vous dites qu'est-ce qu'on trouve comme solution, qu'on peut trouver comme solution pour lui, abstenez-vous d'en chercher vous-même. Le groupe va tout de suite s'arrêter et attendre que vous trouviez. Alors que si vous laissez faire le silence, vous allez voir systématiquement, on a des tas d'exemples, et si vous allez sur le site Sciences de la famille, vous allez voir des tas d'exemples d'espaces de parole, puisque maintenant, on en a plusieurs qu'on a filmés, et dans lequel vous allez voir effectivement comment ça se manifeste finalement à peu près toujours de la même façon, à partir de l'expression de l'émotion. Mais on peut très bien comprendre qu'un élève ait du mal à en parler la première fois, donc on lui dit dans ces cas-là, laisse faire un espace de parole, regarde comment ça se passe, tu parleras au suivant, mais tu dois prendre 2 engagements. Celui, à un moment donné, de parler, et le deuxième engagement, tu promets que si ça va pas mieux, tu viens me revoir. Il faut toujours autoriser l'enfant harcelé ou cyberharcelé à vous harceler jusqu'au moment où ça s'arrête. Ça, c'est important. Hein. Si vous donnez des outils de manière magique, en disant, voilà, ça va aller, tu vas voir, tu vas parler, ça va être génial, et puis que malheureusement, ça fonctionne pas parfaitement, eh bien, vous aurez à ce moment-là
perdu tout simplement la confiance. Et là, vous arrivez à des niveaux antérieurs. Donc, toujours bien exprimé. Dans 95% des cas, ça fonctionne. Il reste 5% pour lequel il y a d'autres méthodes qu'on peut activer. Et on doit aller au bout de l'accompagnement de la personne pour que il ait le sentiment d'une prise en charge complète. Merci. Je pense qu'on va arrêter là, vu qu'on a dépassé un petit peu le timing. Encore merci pour vos interventions, Monsieur Humbeck et Monsieur Delière.